Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir ici. Je suis vraiment honorée, c'est vraiment un honneur pour moi de commencer la série de conférences et d'activités d'interroger l'accès. Merci à Tamar et à Dan, donc de Oboro et de Spectrum pour l'invitation. C'est vraiment une belle occasion. C'est vraiment une très bonne initiative. Moi, je suis très impressionnée et puis ça m'a encouragée à participer. Ce soir, je vais décrire de quelle façon je suis habillée. Je suis habillée en noir. J'ai quelques motifs gris là, sur ma veste. Je vais décrire visuellement s'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ici de la vidéo description. Est-ce que vous pourriez lever vos mains, s'il vous plaît? OK, donc ce ne sera pas nécessaire. Donc, moi, je suis une personne sourde. J'aime beaucoup m'exprimer en langue des signes québécoise. Mais ce soir, je vais faire la conférence en français. Mais donc, la vidéo va être filmée et puis la captation va inclure l'interprétation et l'escu. Bonsoir. Donc, comme l'a annoncé Tamar, je vais parler en fond de la recherche que j'ai faite pour le Conseil des arts. Je vais avoir des changements dans la voix parce que j'ai la grippe. Donc, c'est mon état ce soir. C'est la première fois que je présente, dans le fond, cette recherche-là publiquement. Donc, ce sont encore des résultats préliminaires ou peut-être, pour le dire, c'est pour moi encore une œuvre d'art, c'est-à-dire un peu comme une sculpture qui est en devenir. Quand on fait une recherche, on peut toujours approfondir encore davantage les réflexions. C'est comme le vin, tu sais, des fois, il faut aussi que ça prenne le temps. Donc, ce soir, tu sais, je partage, dans le fond, ce qui a émergé jusqu'à maintenant, mais il reste encore, là, tu sais, des petits coups de couteau à donner, là, tu sais, dans la sculpture, tu sais, à peaufiner avec une équipe, tu sais, merveilleuse et très nombreuse. Donc, d'emblée, je tiens à spécifier que la présentation d'aujourd'hui, dans le fond, c'est vraiment des données qui sont issues de cette recherche-là, les pratiques artistiques sur des handicapés au Canada, qui est commanditée par le Conseil des arts. Cependant, dans le fond, tout ce qui est présenté ce soir est vraiment selon la perspective de l'équipe de recherche. Donc, elle n'engage en rien le Conseil des arts. Donc, c'est comme quand vous regardez un film et que la compagnie du film, au début du film, vous avertit que les opinions qui sont diffusées par les comédiens, dans le fond, n'engagent en rien la compagnie. Donc, c'est la même situation pour ce soir au niveau du Conseil des arts, donc qui ne les engage pas au-delà de leur politique et leurs engagements là, déjà adoptés jusqu'à présent. Peut-être, j'aime bien commencer de façon un peu interactive, à savoir un peu dans la salle ici, qu'est-ce que vous connaissez des pratiques artistiques sur des handicapés? Donc, est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, que vous connaissez déjà, des personnes sourdes, personnes handicapées? Oui? Ben, il est décédé maintenant, c'est Denis Chinot, Mm-hmm. qui est une personne sourde. Mm-hmm. Merci. D'autres? Oui? En danse, mais là, j'oublie son nom. Mais, Mm-hmm. Donc, France Geoffroy, peut-être, là, qui est pionnière de la danse intégrée au Québec. Oui, France Geoffroy avec... qui fait de la danse. Tout à fait. Oui, Gang de roue, effectivement. D'autres qui vous viennent en tête? Je travaille avec des artistes qui ont des handicaps. Tout à fait. Oui. Donc, les muses hors de la scène. Puis, est-ce que vous avez des exemples de qu'est-ce que vous a marqué de ces artistes-là? De quelle façon vous avez été touché, soit en travaillant avec eux autres, soit en regardant une de leurs œuvres, soit dans la commémoration de cet artiste-là? Qu'est-ce qui... Une forme d'art tout à fait exceptionnelle, mais c'est-à-dire à découvrir. Donc, une forme d'art à découvrir, peut-être parce qu'elles ne sont pas encore très connues aujourd'hui, malheureusement. Donc, en espérant que cette conférence-là, puis que d'autres initiatives qui sont organisées cette année puissent contribuer à faire connaître ce secteur de pratique des artistes sourds et handicapés.
On a travaillé pour cette recherche-là avec une équipe assez impressionnante, donc avec 2 co-chercheurs, Mouloud Boukala et Joël Rouleau, respectivement de l'École des médias ici à l'UQAM et en cinéma à l'Université de Montréal, mais aussi Émilou, Ashley Miskaskik, Caroline Grima, Catherine Théroux, Cynthia Benoît, Daz Sander, Élodie Marcelli, Laurence Parent, Lynn Grenier, Tamar Tembeck, Noah Edelman, Olivier Angrignon-Giroir et Sarah Essa. Donc, beaucoup de gens qui ont contribué à cette recherche-là, qui s'inscrit dans un contexte que je vais résumer très brièvement, là, vraiment à vol d'oiseau. Donc, au Canada, c'est vraiment à la fin des années 50 qu'a été mis sur pied le Conseil des arts du Canada. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'on a commencé à financer les arts sourds et handicapés de façon un peu plus significative. Au début des années 90, il y a eu un bureau de l'équité qui a été mis sur pied en 91. En 93 aussi, un bureau pour les arts autochtones. Et ce n'est vers la fin des années 2000 qu'il y a eu une reconnaissance des arts handicapés comme étant une pratique artistique. Ils ont créé aussi un poste d'agent de programme au Conseil des arts. Ensuite, il y a eu un financement qui a été mis sur place pour les organismes d'art, donc les organismes artistiques, avec un programme de support, de développement. Et en 2012, ils ont développé l'art à part entière, qui était leur politique, une stratégie d'accès et d'égalité pour l'avancement des pratiques des artistes handicapés ou sourds. En 2017, on a reconnu, dans le fond, les pratiques artistiques comme étant vraiment un champ de pratiques distinct, existant. Et en 2018, là, c'était pas le Conseil des arts du Canada, mais au Québec, par exemple, en 2018, le Conseil des arts et lettres du Québec a décidé de mettre sur pied un comité aviseur pour leur plan d'action à l'endroit des personnes handicapées. Donc, c'est un plan d'action que les organismes doivent faire. Ils le faisaient à chaque année, mais sans consulter nécessairement les personnes sourdes et handicapées. Donc, ça donne, dans le fond, on voit à travers ce contexte-là que dans les dernières années, il y a un intérêt grandissant, dans le fond, pour les pratiques artistiques sourdes et handicapées et aussi, un intérêt institutionnel à soutenir, dans le fond, les artistes, les organismes, le milieu. Les objectifs d'enfant de notre recherche, c'était de favoriser une meilleure compréhension des enjeux qui entourent les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées, des collaborations aussi qui existent entre le secteur des arts sourds et handicapés et ceux des arts dits en général, donc comprendre ici non-handicapés et entendants. Des pratiques aussi qui permettent la reconnaissance, le soutien et la promotion des pratiques artistiques sourdes et handicapées. Donc, on a travaillé vraiment là, avec une stratégie de recherche qui s'inscrivait dans une approche collaborative. Donc, comme vous l'avez vu, on était une belle gang de personnes, des personnes sourdes, des personnes handicapées, des personnes neurodiverses et des personnes alliées aussi. Donc, on a misé sur des méthodes participatives et inclusives de collecte de données. Une prise en compte aussi là, des rapports de pouvoir qui pouvaient exister. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, une méthode participative inclusive? Bien, par exemple, le fait d'offrir que les entrevues puissent se dérouler en ASL ou en LSQ, que le recrutement des participants aussi était accessible. On offrait aussi la possibilité aux gens de nous faire part de leurs besoins pour qu'on puisse offrir des mesures d'équité. Donc, notre cadre conceptuel, dans le fond, au niveau des ancrages théoriques, on a puisé beaucoup dans ce qu'on appelle les études critiques sur le handicap ou Critical Disability Studies, donc qui amène une autre posture, une autre façon de voir le handicap que la manière qu'il est considéré traditionnellement, c'est-à-dire dans une perspective médicale, mais aussi les études sourdes et les études culturelles. En anglais, on dit Cultural Studies. Les approches féministes, postcoloniales, intersectionnelles aussi ont permis pour nous de prendre en compte une diversité de rapports de pouvoir qui traversent le champ des arts sourds et handicapés. On a travaillé avec différents concepts comme l'autodétermination, l'accessibilité culturelle, la citoyenneté culturelle, le capacitisme et l'audisme aussi, dans le fond, qui sont 2 termes qui désignent les systèmes d'oppression systémique qui concernent principalement les personnes sourdes et handicapées. Au niveau méthodologique, dans le fond, on a fait une revue de la littérature. On est allé voir un peu qu'est-ce qui se faisait là, déjà, pas tant qu'est-ce qui se faisait, mais aussi qu'est-ce qui se disait
ou pas sur les arts sourds et handicapés, et pour constater qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de publications scientifiques qui étudient ces pratiques-là. On a regardé aussi les statistiques. Dans le fond, il y a combien d'artistes au Québec, au Canada, tu sais, c'est quoi le portrait statistique pour constater que, ben, il y a encore, tu sais, une disparité, notamment, là, tu sais, au niveau du salaire. Les personnes sourdes et handicapées, de façon générale, ont moins accès au marché du travail, rencontrent des obstacles systémiques. Bien, ça va être la même chose aussi en tant qu'artiste. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle une étude là, de données secondaires. Et le gros a été vraiment investi sur ce qu'on appelle une étude de données primaires. Donc, on est allé chercher nous-mêmes, collecter nous-mêmes des informations grâce à des entrevues puis à des groupes de discussion. Donc, on a fait un recrutement quadrilingue, français, anglais, LSQ, ASL. Et il y a 85 personnes qui ont participé sur 121 qui étaient intéressées. Donc, 34 entrevues individuelles et 8 entrevues de groupe avec 52 personnes. Et ensuite, on a fait une analyse là, thématique des données pour regarder, dans le fond, c'est qui les artistes, qu'est-ce qu'ils ont comme pratique. Le secteur, il est organisé, ou plutôt les secteurs, ils sont organisés de quelle façon, c'est quoi leur façon de travailler, puis c'est quoi les relations qui existent entre le secteur des arts sourds et handicapés et les arts en général, et finalement, les pratiques de financement, de quoi ça a l'air. Donc, on est allé dans 8 villes au Canada l'été passé, donc coast to coast quasiment, donc à Winnipeg, Vancouver, Québec, Toronto, Edmonton, Ottawa, Halifax, Montréal. On a fait donc des rencontres dans toutes ces villes-là. Ça a été vraiment intéressant de pouvoir rencontrer des gens un peu partout, de constater certaines spécificités, mais de constater aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui revenaient qui étaient très similaires, notamment dans l'expérience du capacitisme systémique. Bien, il est pan-canadien. Donc, on a rencontré des gens qui étaient à la fois handicapés, sourds, mais aussi des personnes qui étaient non handicapées, c'est-à-dire que les entrevues individuelles, on les a fait avec des artistes qui s'identifiaient comme des personnes sourdes ou handicapées, mais les groupes de discussion, on les a fait avec des travailleurs, travailleuses culturelles qui pouvaient pas nécessairement ne pas être handicapés. Donc, c'était des personnes qui travaillent, par exemple, dans le secteur des arts sourds ou handicapés ou dans le secteur des arts en général, mais qui ont un intérêt, par exemple, pour l'accessibilité culturelle. Des personnes, en anglais, on dit « mad », dans le fond, et en français, on le traduit par « folle », et donc, ou des personnes folles, dans le fond, qui réclament, dans le fond, une appartenance à la folie de façon positive. Donc, un peu comme le mot « queer » était une insulte, a été réapproprié, l'insulte « creep » aussi, qui a été réappropriée, je vais en parler tantôt, bien, la même chose pour « mad » a été réappropriée de façon positive. Des personnes neurodiverses et ayant un handicap cognitif. On a eu beaucoup d'anglophones, évidemment, puisqu'on était dans beaucoup de villes au Canada, mais quand même, il y a eu une belle balance là, avec des francophones, des personnes aussi sourdes qui s'expriment en ASL et en LSQ ont participé à la recherche. Beaucoup plus de femmes que d'hommes et des personnes non-binaires également. Beaucoup de personnes blanches, mais quand même 17 personnes racisées, 5 personnes autochtones ont participé à la recherche. Et finalement, aussi une diversité là, de pratiques artistiques, donc que ça soit pour les artistes qui sont peintres, sont vidéastes, mais aussi les organismes, ça pouvait être des musées, ça pouvait être des centres d'artistes. Donc, diversité de statuts aussi, des artistes qui se définissaient comme des artistes professionnels, d'autres qui étaient plutôt en voie de professionnalisation, d'autres qui étaient, comme je disais tout à l'heure, des travailleurs, travailleuses culturelles. Une diversité d'âge. Et finalement, pour les groupes de discussion, les gens ils provenaient au total d'environ une quarantaine d'organismes au Canada. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une sculpture. Hein? Donc, c'est la première fois que je présente des résultats ce soir. C'est loin d'être figé, terminé. J'ai essayé de mettre dans le temps qui nous est imparti, dans le fond, de mettre peut-être ce qui a apparu comme étant des faits saillants. Donc, une des choses qui ressort, dans le fond, de la recherche, c'est à quel point les artistes sourds et handicapés remettent en question, voire déconstruisent le modèle médical du handicap. Dans le fond, qui, peut-être pour ceux et celles qui sont moins familières avec ce modèle-là, dans le fond, le modèle social du handicap met beaucoup l'accent sur la pathologie. Donc, dans le fond, s'il y a handicap, c'est parce que la personne elle a des limitations physiques ou cognitives. Tu sais.
Et face à ce modèle-là, ben, il y a eu des personnes sourdes et handicapées qui ont dit, ben, nous, dans le fond, on ne vit pas le handicap comme étant inscrit dans notre corps, on le vit dans l'expérience des barrières qu'on vit dans la société, qu'on rencontre dans la société. Et donc, c'était ce qu'on a appelé le modèle social du handicap. Donc, le handicap, il est créé par les barrières qui existent dans la société. Donc, par exemple, si un immeuble a une rampe d'accès, mais il n'y a pas de handicap, autant une personne qui roule qu'une personne qui marche peut accéder. Et donc, de façon même un peu plus poussée, le modèle affirmatif du handicap, d'autres personnes vont parler aussi de modèle socio-subjectif, donc d'utiliser le handicap aussi comme quelque chose de créatif et complexe. Donc, le modèle socio-subjectif va dire, bien, même si on déconstruisait toutes les barrières dans la société, on reste quand même une diversité de personnes. Moi, par exemple, comme personne sourde, j'entendrai jamais les chuchotements sur l'oreiller. Donc, on pourrait dire, bon, on va allumer la lumière, tu vas laisser ça m'élève, mais là, ça ne devient plus des chuchotements sur l'oreiller. On s'entend? Donc, on peut déconstruire les obstacles, mais ça ne change pas les expériences singulières qu'on a comme personnes sourdes et handicapées. Modèle affirmatif aussi, on peut utiliser le handicap de façon créative. Par exemple, dans les études sourdes, on a parlé de gain sourd en disant, dans le fond, arrêtez de dire toujours que c'est une perte auditive. Nous, dans le fond, on l'a vu aussi de façon comme un gain. Par exemple, si une personne était dans l'autre bâtiment, à travers la vitre, on peut communiquer alors que les personnes entendantes sont obligées d'aller se rejoindre. Même chose, de bord en bord des trams de métro ou dans un concert très bruyant. Les personnes sourdes vont pouvoir communiquer alors que les personnes entendantes ne peuvent pas le faire. Sous l'eau même, on peut communiquer en langue des signes, par exemple. Les pratiques artistiques des personnes sourdes handicapées vont aussi, dans le fond, rassemblent une diversité impressionnante de pratiques artistiques, tant au niveau là, des médiums, comme je disais tout à l'heure, dans le fond, ça peut être la photographie là-dedans, mais aussi des postures, des discours différents. Donc, certaines personnes même vont dire, bien, moi, l'expression art sourd, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, je suis une personne sourde, puis je fais de l'art, mais je ne considère pas que mon art il est sourd. T'sais. Donc, et on a vu ces postures-là aussi, moi, je ne suis pas une historienne de l'art, mais en action culturelle, on s'intéresse à la diversité de pratiques de mobilisation aussi. Puis, par exemple, au niveau de l'art féministe, bien, des personnes qui disent, bien, moi, je suis féministe, ma pratique, elle est féministe, mais est-ce que mon art, il est féministe? Pas nécessairement, tu sais. Donc, on va voir, tu sais, ça dans différents contextes de groupes sociaux, de personnes minorisées, où parfois on regarde une œuvre et on peut dire clairement, tu sais, que l'œuvre, elle est explicitement, tu sais, féministe ou décoloniale. Puis d'autres fois, c'est moins évident. Les gens proposent ici diverses formes, on réfléchit à diverses formes de représentation culturelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 aspects là, distincts mais complémentaires qui ressortent quant aux pratiques des personnes sourdes et handicapées. La première, c'est la question de la visibilité ou non de l'appartenance comme personne sourde ou handicapée. Donc, parfois, il n'y a rien dans la pratique qui laisse présager de l'appartenance. Donc, on ne va pas nécessairement deviner en regardant une toile que la personne qui l'a fait était sourde ou handicapée, ou que telle personne est handicapée en l'écoutant jouer du piano, ou que tel artiste est fou, mad, en regardant ses photographies. Mais il va y avoir d'autres pratiques artistiques où quand on va les regarder, quand on va être en contact avec l'œuvre, on va voir que, par exemple, le corps atypique va être mis de l'avant ou l'utilisation d'une ou plusieurs langues des signes va être mise de l'avant. On remarque aussi que les thèmes abordés dans les pratiques, dans le fond, il y en a qui vont être intimement reliés avec les réalités vécues, comme personnes sourdes et handicapées, et en première instance, l'audisme et le capacitisme, la question de la culture sourde. Donc, tu vois, il y avait une participante qui disait, dans le fond, en anglais, « My madness or my mental health difficulties they are kind of the impetus for doing some of what I do and the content of what I do. But also they help me stay well because I think I'm proud of them. » Donc, je suis fière, dans le fond, d'être une personne mad et de créer à partir de cette posture-là. Une autre artiste peintre qui met de l'avant des personnages handicapés.
Et d'autres aussi, tu sais, qui créent, mais qui vont pas nécessairement explicitement, là, tu sais, aborder leur appartenance dans leur création. D'autres aussi qui vont utiliser leur pratique ou profiter de leur pratique artistique pour faire de la sensibilisation. Donc, Jean-Audrey Chabot, par exemple, qui disait, bien, comme musicien, moi, je fais de l'art, mais je fais aussi un peu d'éducation. Il dit, mon travail, c'est pas d'être conférencier, mais je joue dans la rue et puis, ben, tu sais, je jase avec les gens. Vous avez remarqué, des fois, je dis les noms, des fois, je dis pas les noms. Pour nous, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, dans le fond, qui encourage les chercheurs et les chercheuses à demander aux participants, participantes, est-ce qu'ils voudraient que leur nom soit associé à leur réponse, parce que c'est une façon, dans le fond, de reconnaître leur participation à la construction des savoirs. Dans le fond, tu sais, l'université, la recherche, on avance aussi grâce à la participation des citoyens, des citoyennes. Donc, dans le cas de la recherche, la grande majorité des gens ont accepté que leur nom et leur nom de famille soient associés là, à leur réponse. La troisième approche, dans le fond, c'est celle de l'intégration active là, du corps atypique ou de la langue des signes comme médium de création. Donc ici, c'est pas juste de dire « Ah, est-ce que c'est visible ou pas visible? » mais vraiment que je la mobilise activement comme dans ma pratique artistique. Donc, ça devient un moteur de création. Donc, par exemple, le fait, on parlait tantôt de France Geoffroy, bien, le fait de danser en fauteuil roulant, le fauteuil, il devient un moteur de création. Le fait, par exemple, d'être un modèle nu, de poser comme avec un corps atypique, bien, j'engendre là, un rapport à l'art, à la création aussi, qui permet de centraliser aussi un rapport au corps handicapé de façon nouvelle, peut-être différente que celle auquel on est habitué. Des gens qui utilisent aussi leurs conditions ou leur langue des signes au cœur de leur création. Donc, Catherine Gelda qui disait, ben moi, comme personne sourde, j'aime ça, dans le fond, intégrer des signes, la langue des signes dans mes peintures, puis de le faire de façon créative. Tu sais. Donc, elle parlait, par exemple, d'un papillon, puis donc de jouer avec ça. Tu sais. Donc, le potentiel créatif que les corps et la langue des signes ont. Voilà. Et une autre posture ici qui est celle de la déconstruction culturelle. Dans le fond, il y a une expression en anglais qui s'appelle « creeping the arts », donc, et qui vient de l'insulte « creep ». Donc, « creep », c'était une insulte qui était faite aux personnes handicapées. Et donc, dans le même élan que pour les personnes queer qui se sont réappropriées cette insulte-là, les personnes handicapées se sont réappropriées l'insulte « creep » en disant, dans le fond, on n'est pas honteux ou honteuse, c'est d'être des personnes handicapées. Au contraire, on est fiers de notre appartenance et on est rebelle aussi, on condamne votre capacitisme, tout comme on a condamné l'hétéronormativité ou le patriarcat. Donc, on pourrait la traduire en français par la déconstruction artistique d'un point de vue handicapé. C'est toujours pas facile de traduire les concepts, là, queer, c'est devenu des allosexuels, des fois, donc parfois on préfère garder les concepts dans leur langue d'origine, mais bon, on fait quand même des efforts là, comme francophones pour essayer de construire aussi des savoirs, dans le contexte francophone. Donc, la déconstruction artistique d'un point de vue handicapé, elle permet de développer des nouvelles façons de créer de l'art et de soutenir les pratiques artistiques, de changer les types d'art. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais arrêter de regarder par en bas. C'est bon. Donc, parfait. Donc, la déconstruction artistique d'un point de vue handicapé permet de développer de nouvelles façons de créer de l'art et de soutenir les pratiques artistiques, de changer les types d'art que nous rencontrons et d'innover en proposant de nouvelles façons de s'engager avec l'art. Catherine Frézy disait, en tant que personne handicapée, on ne cherche pas simplement à participer à la culture, on veut la créer, on veut la façonner, on veut l'amener au-delà de ses limites. Donc, on ne veut pas uniquement être des figurants. Finalement, on s'approprie les pratiques artistiques. En 2014, il y a eu un forum qui avait été organisé par Spill Propagation, qui est un centre d'artistes basé à Gatineau pour les artistes sourds. Donc, 12 artistes sourds se sont rassemblés le temps d'une petite semaine pour des ateliers sur la déconstruction. Il y avait des ateliers en langue des signes sur Derrida et la philosophie de la déconstruction. C'était merveilleux.
Et il y a eu un manifeste qui a été écrit et dans lequel on peut lire « Les déconstructivistes du phonocentrisme sont des personnes créatives qui produisent des œuvres par des pratiques qui visent à remettre en question et redéfinir les constructions phonocentriques. Et ce, dans la visée de créer des nouvelles formations de savoir et de favoriser les transformations sociales. » Donc, on voit ici que l'art n'est pas uniquement un lieu de l'art pour l'art. L'art est souvent un lieu aussi pour envisager d'autres possibles, d'autres devenirs. Ce qui se fait dans le milieu de l'art influence et est marqué aussi par ce qui se fait dans la société. Un autre exemple, c'est un projet que je fais avec trois artistes sourds qui s'appelle Nos mains qui vibrent. C'est une recherche-création en musique sourde. Donc, on est dans un contexte phonocentriste où souvent on va considérer la musique uniquement dans un point de vue sonore, alors que la musique qui vient, le terme mu, c'est l'inspiration, et musica, ça réfère à la question du rythme. Donc, le rythme, il peut être visuel, il n'a pas nécessairement à être que sonore. Donc, je vous montre un petit extrait de, une musique signée, ça dure 2 minutes 30, qui a été créée par Dal Sander, donc ici un doctorant en linguistique ici à l'UQAM, et donc il a créé une chanson qui s'appelle « Sur la nuit ». Et donc, il n'y a pas de sous-titres, c'est vraiment en langue des signes, mais je vous donne quand même, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la langue, donc ça, c'est le signe pour la nuit, et ça, c'est le signe pour s'asseoir. Et quand on les combine ensemble, ça devient « s'asseoir sur la nuit ». Ça, c'est le signe pour étoile, mais en langue des signes, on peut jouer avec l'espace. Donc, normalement, les étoiles, ils vont être plus en haut, mais lui, comme on est assis sur la nuit, les étoiles, elles viennent d'en bas. Donc, quand vous voyez, je vous donne au moins ces 2 petits signes-là pour que vous puissiez apprécier.
Donc, on voit, la déconstruction, souvent, ça rend inconfortable. Donc, les gens, au début, vont me dire Hey, il manque du son, il n'y a pas de son. Les gens vont avoir beaucoup de questionnements. Tu sais, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est pas de la musique? Donc, les pratiques de déconstruction invitent tu sais, à des nouvelles façons de considérer le monde et de considérer les pratiques artistiques. Dans la même lignée au niveau de la BD, moi j'avais fait ma thèse sur une BD en langue des signes et dans un article que j'ai publié récemment, je parlais aussi d'artistes sourds qui réfléchissent à comment, dans le fond, déconstruire l'idée du phylactère. Donc, au forum de déconstruction du phonocentrisme dans les pratiques artistiques, un BDiste, Jean-François Isabelle, se disait, ben dans le fond, moi, un BDiste sourd, je dessine toujours des bandes dessinées avec des bulles qui ont des phylactères avec le... Mais là, si je veux déconstruire justement ce phonocentrisme dans la BD, comment est-ce que je pourrais le faire? Et souvent, la déconstruction, ça implique aussi, il suffit pas juste de déconstruire, tu sais, l'oppression systémique et tout ça, mais on a intériorisé beaucoup de choses et les réponses sont pas là tout de suite, tu sais. Donc, ça invite à beaucoup de création. Comment est-ce qu'on peut créer autrement, tu sais, en tant que personne sourde et handicapée? Ça va pas de soi, ça demande vraiment une démarche de recherche, tu sais, dans la création. Là, je vais la remettre en... pardon, désolée. Donc, au niveau des arts sourds, une des choses qu'on remarque, dans le fond, dans les dernières années, c'est aussi un mouvement qui se déplace d'une affirmation qui est plus identitaire à une posture qui est plus celle de la déconstruction. Donc, je m'explique. En 1989, à Gallaudet, il y a eu un rassemblement qui s'appelait Deaf Way et il y a eu des artistes qui ont fait un manifeste qui s'appelait le manifeste DEVIA pour Deaf Visual Image Art et, dans le fond, qui ont essayé de décrire, dans le fond, qu'est-ce que c'était que l'art sourd. Et quand on regarde ces œuvres qui s'inscrivent dans ce courant artistique DEVIA, on voit que l'appartenance sourde, elle est au cœur de la création. Donc, par exemple, Nancy Rook, toutes ses œuvres vont être très colorées parce que les personnes sourdes insistent souvent sur la dimension visuelle de leur expérience du monde, tu sais, donc l'aspect très coloré. Les mains hein, qui symbolisent les langues des signes. Chuck Bird, on voit l'image d'un ciel dans lequel on voit les mains qui vont faire un signe. Donc, c'est souvent là, des œuvres où c'est assez explicite l'appartenance sourde. On va voir d'autres œuvres aussi où, par exemple, les mains sont enchaînées pour illustrer le congrès de Milan en 1880 où on a interdit l'enseignement en langue des signes. Donc, on battait les enfants pour pas qu'ils signent et tout ça. Donc, cette histoire de l'oppression aussi va être illustrée là, dans les pratiques artistiques visuelles, entre autres. Alors que dans une perspective phonocentriste, bien, vous en avez vu un peu une perspective, par exemple, de déconstruction du phonocentrisme, vous en avez vu des aperçus, bien, on est vraiment, c'est ça, dans une déconstruction de pratiques là, normatives et donc l'appartenance, c'est pas tant l'appartenance sourde d'un point de vue peut-être un peu plus essentialiste qui va être mis de l'avant plutôt qu'une remise en question du phonocentrisme, de l'audisme et d'essayer d'envisager les pratiques autrement. Katharina Ziervogel, qui est une jeune artiste sourde autochtone à Winnipeg, dans le fond, on parlait à quel point elle était fière de ces deux appartenances, parce pour elle, elle soulignait à quel point qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les peuples, les premiers peuples et les personnes sourdes, notamment au niveau historique. Donc, elle fait le parallèle entre, par exemple, tous les pensionnats autochtones et toute l'histoire de l'oralisme aussi avec les enfants sourds. Donc, on a forcé les enfants sourds à parler au détriment des langues des signes, tout comme on a forcé les enfants autochtones à parler des langues coloniales et on leur interdisait là, de s'exprimer dans leur langue autochtone. Tout comme il y a eu la loi sur les Indiens, il y a eu des répercussions très négatives là, et oppressives pour les peuples autochtones. Il y a eu aussi dans l'histoire sourde des moments qu'on connaît moins,
elle ne veut pas non plus les équivaloir, mais dans l'histoire, par exemple, on connaît Bell pour la compagnie de téléphone. Alexander Graham Bell a été mari d'une femme sourde et fils d'une mère sourde, et il a écrit un mémoire qui s'appelait Mémoire contre la formation d'une variété sourde de la race humaine, dans lequel, dans le fond, il insistait sur l'importance de proscrire les mariages entre personnes sourdes pour éviter la reproduction. Donc, c'était vraiment dans une perspective eugéniste, tout comme la loi sur les Indiens a enlevé le statut là, aux femmes autochtones. Donc, on est dans des perspectives d'eugénisme, d'assimilation et tout ça. Les arts sourds, bien, c'est sûr que les langues des signes vont être au cœur des pratiques artistiques. Donc, au Canada, on a 5 langues des signes. Depuis juin dernier, dans le cadre de la première loi canadienne sur l'accessibilité, on a reconnu enfin là, officiellement les langues des signes comme étant les langues premières des personnes sourdes au Canada. Donc, la langue des signes québécoise, américaine, mais également les langues des signes autochtones, donc les langues des signes Indian Plain Sign Language et Inuktitut. Au niveau des arts handicapés, ça fait partie là, de la partie de la sculpture qui reste encore là, à travailler. Il existe là, une diversité impressionnante là, d'artistes qui travaillent dans le secteur. Une des choses qui ressort aussi de la recherche, c'est l'importance d'avoir plus de représentations artistiques handicapées sur nos écrans, sur les scènes, et que ces représentations-là puissent être déconstruites, qu'on puisse sortir de la stéréotypie. Souvent, quand on voit des personnes handicapées à l'écran, c'est souvent dans des rôles un peu misérabilistes. La personne va être présentée comme vivant de l'isolement ou de la dépression, ou comme étant fortement limitée par sa condition et tout ça. Donc, c'est des représentations qui découlent finalement du modèle médical qu'on a vu tantôt. Et les personnes interrogées bien, aspirent justement à ce qu'on puisse présenter les appartenances handicapées de façon plus affirmative, positive. Pas pour dire... L'idée non plus, c'est pas de faire comme si de rien n'était et comme si ça change rien d'être une personne handicapée. Bien sûr qu'on vit de l'oppression, qu'on vit nos peines, qu'on vit des difficultés, mais il y a tellement pas juste ça, puis de pouvoir montrer ça, c'est important. Maxime Despomerleau, qu'on a pu voir là, dans la pièce Guérilla de l'ordinaire, qui était une pièce féministe là, de Marie-Ève Mulot et Marie-Claude Saint-Laurent au théâtre d'aujourd'hui récemment. Elle disait, dans le fond, médiatiquement, ça va être difficile de parler de la pratique artistique parce qu'on axe toujours sur ton histoire personnelle puis ton diagnostic. C'est ta maladie, ta condition. Puis on pense que tout d'un coup, là, tu vas oublier ton handicap parce que tu crées. Elle dit c'est difficile d'arriver juste à parler de ce qu'on fait puis d'arriver à faire reconnaître ce qu'on fait. Donc, les médias aussi vont avoir un rôle à jouer dans l'univers des pratiques artistiques, c'est-à-dire que quand il y a une pièce de théâtre qui sort, une série télé, donc les médias vont en parler. Et la façon dont ils vont en parler, bien, ça va teinter aussi la réception de l'œuvre, le cadrage de l'œuvre. Donc, même si une pièce, là, justement, fait les choses un peu différemment, si les médias reprennent encore un discours qui est très pathologisant ou limitant, ou parfois qui est super héroïsant, si je peux dire, c'est-à-dire vont mettre beaucoup l'accent sur le fait d'à quel point on est extraordinaire. Donc, c'est souvent soit on est comme en dessous d'être humain, là, on nous prend beaucoup en pitié, ou ça, là, on est des super-héros, mais jamais juste des êtres humains, des artistes qui avons des pratiques artistiques desquelles on a envie de parler, de partager, sans forcément que l'appartenance handicapée soit toujours là, présentée, je dirais, de façon ostentatoire. Là, donc, voilà. Au niveau des arts fous et neurodivers, donc peut-être une chose qui est importante de mentionner, c'est que le terme handicap, dans le fond, n'est pas un terme qui est adopté par tout le monde. Donc, les personnes sourdes, par exemple, vont se distinguer des personnes handicapées en disant, bien, nous, dans le fond, on est... des personnes qui avons une langue des signes, qui avons une culture sourde. Dans le fond, c'est les seules personnes handicapées qui ont une langue.
Même chose pour les personnes malades, folles ou neurodiverses, vont dire, nous, on ne se considère pas nécessairement comme des personnes handicapées. Donc, il va y avoir plusieurs postures qui vont exister. Au-delà des pratiques aussi, ça c'est une artiste, Roséline Chevrette, qui est une poète à Québec, qui dit, dans le fond, à travers l'art, je défends les personnes qui ont une déficience intellectuelle, je suis leur porte-parole. Puis présentement, il y a un projet, un grand projet de vie, où elle devient émue en parlant de ça. Elle dit, je ne le fais pas juste pour moi, mais pour d'autres aussi qui ont une déficience intellectuelle. En ce moment, il y a une petite vidéo qui circule sur Internet, peut-être que vous l'avez vue, c'est Your Limitation, Not Mine, donc vos limitations, pas les miennes. Et c'est une vidéo dans laquelle un médecin dit, annonce un diagnostic là, de trisomie 21 et décline, dans le fond, toutes les idées qu'on a sur ces personnes-là. Et le montage alterne avec des personnes trisomiques qui diplôment, qui sont propriétaires d'entreprises, qui chantent. Donc, ça fait un beau contraste pour déconstruire les préjugés. Au-delà des pratiques artistiques, je dirais, il y a aussi des pratiques, comment je peux dire? Au-delà des pratiques de création, il y a des pratiques au niveau de la diffusion, entre autres, qui invitent à d'autres façons de développer des rapports à l'art, notamment le concept de représentation décontractée, dans le fond, permet à des personnes qui, traditionnellement, ne se sentent pas forcément à l'aise ou ont littéralement pas accès à des représentations, de pouvoir y avoir accès. Ça a été le cas avec la compagnie Joe, Jack and John qui a fait la pièce de théâtre « Dis merci » à l'espace libre. Donc, une représentation décontractée, les lumières sont un peu plus allumées. Souvent, on va annoncer aussi au début de la pièce s'il va y avoir des émotions fortes ou des effets lumineux importants. Les gens vont pouvoir sortir de la pièce, rentrer. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est bénéfique pas uniquement pour les personnes handicapées ou neurodiverses, mais aussi pour d'autres personnes, par exemple, comme les familles avec des jeunes enfants qui ne peuvent pas toujours aller au théâtre, bien là, ça leur permet d'y aller. Et donc, c'est un style de représentation qu'on voit de plus en plus. Là, Montréal Art interculturel, la Tangente, donc il y a plusieurs institutions culturelles ou centres d'artistes qui essayent d'adopter ces pratiques-là dans une visée d'accessibilité. On voit aussi dans le milieu certains contextes où on voit une offre culturelle qui est un peu plus équitable. On peut penser par exemple au Musée canadien des droits de la personne, qui est une expérience assez impressionnante. Quand on arrive, on a les vidéos en LSQ, en ASL, des contenus. Les contenus sont offerts en braille. Toutes les vidéos sont sous-titrées avec des interprètes. Et la façon dont les interprètes sont intégrés aux œuvres, c'est fait aussi de façon ergonomique. Donc, on voit ici, par exemple, la personne, elle est là comme interprète. Donc, c'est très design. Parfois, on utilise les technologies d'accessibilité, on peut les considérer comme étant un peu rébarbatives. Quand c'est du gros sous-titrage, c'est pas nécessairement bien fait. Mais vous faites juste dans une visée de technique. Mais là, on sent qu'il y a un souci aussi là, esthétique, donc de marier à la fois l'accessibilité et l'esthétisme des œuvres. Les artistes se sont exprimés sur différents termes, et un des concepts pour nous qui était intéressant de sonder, c'était toute la question de l'autodétermination. Donc, comment, dans le fond, les pratiques artistiques contribuent finalement à l'autodétermination des personnes sourdes et handicapées, particulièrement quand elles sont intimement et activement impliquées dans ces pratiques-là, quand elles sont au cœur des décisions qui sont prises, des décisions artistiques ou des décisions au niveau exécutif, bien, ça contribue à leur autodétermination en tant que personne citoyenne dans la société. Mais en parallèle, il y a encore des postures où
on souhaite, dans le fond, soutenir l'émancipation des personnes soit des handicapés. Le terme, par exemple, empowerment est souvent utilisé comme étant une notion pour redonner du pouvoir à ceux qui l'ont pas. Puis c'est intéressant de voir comment certains artistes étaient très critiques de cette notion-là, en disant, par exemple, ben, pour moi, l'empowerment, c'est, dans le fond, une fausse proclamation d'organisation qui sont pas dirigées par nous autres. T'sais. Donc, des personnes, dans le fond, des organisations de personnes non handicapées qui disent vouloir travailler pour nous, mais finalement, on vit quand même des difficultés ou de l'oppression à travers ces pratiques-là. Toute la question aussi de l'intersectionnalité, donc le fait que, par exemple, les artistes constataient que quand on parle de pratiques artistiques sur des handicapés, les gens qui vont être mis de l'avant parfois vont être plus les personnes blanches que des personnes issues de la diversité culturelle, et qu'en parallèle, quand on est dans des événements ou des initiatives de la diversité culturelle, bien, c'est toutes des personnes qui ne sont pas handicapées ou entendantes, et que ça serait intéressant de brasser un peu les cartes et que quand on représente des personnes soit des handicapés, bien, qu'on fasse attention à la diversité culturelle, et pareillement, quand on parle de diversité culturelle, qu'on puisse aussi inclure les personnes soit des handicapés dans ces représentations-là. On voit à l'écran une citation de Audre Lorde qui dit, dans le fond, il ne peut pas y avoir de lutte unitaire parce que nos vies ne sont jamais qu'une seule lutte. On est des êtres humains complexes. Donc, c'est une belle façon de rendre compte de cette intersectionnalité-là. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire être dans une société où on met de l'avant des pratiques de culture inclusive. Donc, l'idée n'étant pas uniquement d'avoir une culture dominante là, qui va inclure des gens, justement, en les soutenant par des pratiques d'empowerment, mais vraiment une inclusion au sens de faire éclater les barrières et que les gens puissent s'émanciper, avoir des pratiques autodéterminées. Beaucoup de réflexions sur la question des représentations culturelles ont pris place dans le cadre de la recherche. Stuart Hall, qui est une grande figure des études culturelles, il disait les industries culturelles ont le pouvoir de réélaborer et de refaçonner ce qu'elles représentent. Et à force de répétition et de sélection, d'imposer et d'implanter des définitions de nous-mêmes qui correspondent plus facilement aux descriptions de la culture dominante. Les représentations culturelles des personnes handicapées sont constitutives donc de ce qu'on peut imaginer comme étant de l'ordre du possible et de l'intelligible. Donc, quand on voit des représentations qui sont misérabilistes, qui sont inscrits dans le modèle médical, bien, ça forge la manière dont socialement on va considérer ces personnes-là. Et inversement, quand on voit des représentations justement qui sont plus subjectives et qui soutiennent davantage des pratiques affirmatives ou autodéterminées, bien, on est dans une posture où est-ce qu'on reconnaît davantage les artistes sourds et handicapés. Et là, je veux dire, comme des personnes à part entière, avec des gros guillemets, parce qu'il y a une artiste qui dit « j'ai assez ça, me faire dire que je suis une personne à part entière ». Depuis quand, les personnes handicapées, on aurait été juste un petit morceau, puis là, tout d'un coup, là, le monde, il se réveille, puis on est rendu des personnes à part entière. Donc, bref. Voilà. La question aussi de la tension entre on veut être présent dans les médias, on veut être présent sur les scènes, dans les écrans, puis en même temps, on ne veut pas être réduit à une seule représentation stéréotypée. Dans les médias, dit Maxime Despomerleau, un moment où je me sens reconnue, c'est si on ne trouve pas absolument nécessaire de mettre handicapé à côté de mon nom ou du terme danseuse. Donc, c'est intéressant de dire on veut être davantage présent, mais essayer d'éviter de toujours nous réduire uniquement à cette appartenance-là. T'sais. Ça serait le fun, dit Alexandre Valran, qui est un comédien, de voir du nouveau monde, pas juste les mêmes visages, mais l'idée qu'un handicapé puisse faire partie de la famille aussi,
Donc, Adam, Diversité Artistique Montréal, ont fait une consultation récemment, tu sais, sur le racisme systémique dans le milieu des arts et de la culture. Et ils parlaient de colorblind casting, c'est-à-dire quand on fait un rôle, ben, tu sais, le rôle, par exemple, d'une directrice d'école, ben, il peut être joué par une personne handicapée ou par une personne racisée. On n'est pas obligé d'engager uniquement les personnes handicapées pour des rôles de quadraplégiques, là, tu sais. La question d'usurpation d'identité culturelle, donc ça aussi, c'est un thème là, que j'essaie de travailler. Je ne sais pas si ça va survivre jusqu'à la fin de la recherche, mais pour l'instant, je trouve qu'il permet aussi de faire la différence entre appropriation culturelle, qui est quand même très liée aux questions plus de racisation, versus plus les situations délicates où les personnes, soit des handicapés, dénoncent le fait que des personnes entendantes et non handicapées jouent des rôles de personnes sourdes et handicapées. Donc, Dan Youssouf, par exemple, va signer en LSQ, va dire « Les vedettes volent ma langue, ma culture. Il y a un respect de base de notre culture et de notre langue qui devrait être fait, notamment en engageant des personnes sourdes pour jouer ces rôles-là. » Mais malheureusement, par exemple, pour l'instant, tu vois, avec l'Union des artistes, c'est pas possible de faire une recherche avec l'appartenance handicapée ou sourde, alors qu'on peut le faire avec d'autres critères. Les artistes ont nommé énormément d'obstacles, c'est encore difficile d'essayer de les classifier. Mais une des conceptions, un des obstacles que je l'ai déjà nommé, c'est par rapport à l'intersectionnalité. Donc, cette limitation-là, c'est de parler de diversité culturelle d'un côté et d'accessibilité d'un autre. Ils ont parlé aussi de l'accès à la culture. Souvent, on pense de plus en plus, en tout cas, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais on va penser à l'accessibilité culturelle, mais d'un point de vue du public. Donc, on veut, par exemple, les représentations décontractées vont être plus pour le public, mais si la scène elle-même n'est pas accessible, par exemple pour les personnes en fauteuil roulant, si la galerie n'est pas accessible, on a beau dire à une artiste visuelle « Hey, on va exposer tes toiles », mais ça fait drôle de ne pas pouvoir aller à son propre vernissage parce que la galerie n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant. T'sais. L'accès à la formation aussi, donc il y a beaucoup de formations qui sont offertes dans le milieu des arts, mais à cause d'un manque d'accessibilité architecturale ou d'interprète, ben, cette formation-là. Et donc, c'est sûr que ça va nuire aussi à la professionnalisation des artistes. Accès à l'information, donc un manque d'accès à l'information, un manque de relayeurs, c'est-à-dire des fois, il y a des institutions qui vont développer des bonnes pratiques, qui vont dire, ben là, on avait un interprète, on avait tout ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui est venu? Bon, je veux dire, depuis que le monde n'est pas accessible pour les personnes seules, là, vous venez de vous réveiller, tout d'un coup, il n'y aura pas full opportunité comme ça en cliquant des doigts, il faut s'assurer, de développer des stratégies de communication pour relayer l'information, auprès des artistes, auprès des communautés et démontrer aussi que c'est une pratique qui est pérenne, c'est-à-dire que on veut pas, on vient d'avoir une subvention, là on veut faire cool, on rend notre événement juste une fois accessible pendant l'année, alors que tout le reste de nos événements sont pas accessibles. Donc il faut trouver des façons aussi de développer la confiance avec les gens, de dire ben on veut vraiment, être accessible et pas juste, avoir l'air cool le temps d'un événement. Donc, un manque aussi de stratégies de communication diversifiées, donc, d'avoir, des stratégies avec un langage simplifié ou en langue des signes. Beaucoup d'obstacles dans l'accès au financement. Historiquement, un des principaux obstacles, c'était le fait que être un artiste handicapé ou non handicapé, on recevait le même financement, mais la personne sourde ou handicapée, elle devait utiliser une bonne partie de ces fonds-là pour payer soit l'interprète, un préposé, tout ça. Et le Conseil des arts du Canada a été vraiment là, à l'avant-garde à ce niveau-là en créant, dans le fond, une séparation entre ce qu'on appelle les frais d'accès et les frais de création. Donc, en permettant, dans le fond, que les frais d'accès soient séparés, bien, ça fait en sorte que deux artistes, handicapés ou pas, reçoivent le même fonds pour la création, mais les personnes sourdes et handicapées peuvent demander de l'argent supplémentaire là, pour les interprètes, pour les préposés,
Parce que, dans le fond, mais il y a des obstacles qui persistent, là. Tu sais, par exemple, au niveau du temps de répétition, tu sais, quand on travaille, par exemple, avec des artistes, tu sais, neuroatypiques, ben, tu sais, une pièce qui pourrait prendre, tu sais, je sais pas moi, tu sais, 50 heures de répétition avec des artistes neurotypiques, ben, ça va prendre, tu sais, un temps, mais c'est pas toujours pris en compte, tu sais. Donc, il va encore, tu sais, il reste encore, surtout au niveau des provinces, là, tu sais, un manque de financement pour les mesures d'équité ou au niveau, tu sais, à plus petite échelle. Donc, le Conseil des arts du Canada a fait des avancées, mais il en reste encore beaucoup à faire là, au niveau provincial et municipal. De façon générale, le plus gros obstacle, ça a été vraiment toute la question du capacitisme et de l'audisme systémique, donc qui se manifeste à travers les préjugés et l'ignorance. Et ça va être aussi quelque chose qu'on va constater pour d'autres systèmes de pression, comme l'homophobie, par exemple. Donc, même s'il y a des lois qui existent, même s'il y a des droits qui existent, la situation, elle ne change pas pleinement tant que les gens n'ont pas développé vraiment des attitudes là, qui sont respectueuses, inclusive, éthique, donc, et c'est pas toujours facile parce que ces préjugés-là, ben, vont émerger de l'ignorance. Donc, les gens n'ont pas nécessairement de mauvaise foi. Il y a une philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Iris Marion-Young, qui a dit « L'oppression, dans le fond, c'est pas l'exercice d'un pouvoir tyrannique nécessairement, mais plutôt des pratiques quotidiennes d'une société libérale bien intentionnée. » Les gens sont pas de mauvaise foi quand ils disent « Hein? Il y a plus qu'une langue des signes. Pourquoi vous n'en faites pas juste une? Ça serait bien plus facile, vous en comprendriez bien mieux. » Bon, hein? Pourquoi il n'y a pas juste une langue orale? On devrait tout le monde parler anglais. Hein? Pourquoi le français? On devrait, Donc, les gens sont pas de mauvaise foi, c'est de l'ignorance, mais parce qu'il n'y a pas nécessairement de campagne de sensibilisation, parce qu'on n'en parle pas dans le système d'éducation, bien, ça repose sur les épaules des individus encore aujourd'hui. À travers toute cette collecte de données-là, les gens ont parlé là, de pistes de solutions, au moins 52, à date, on est rendu pistes d'action qui ont été suggérées. Donc, au niveau du financement aussi, par exemple, de prioriser de façon stratégique, c'est-à-dire de cibler les artistes sourds et handicapés comme un groupe prioritaire dans les planifications stratégiques des institutions culturelles, de séparer donc le financement là, dédié à la création ou aux organismes des frais d'accès. Il y a aussi beaucoup de suggestions pour financer l'accessibilité culturelle de façon générale, c'est-à-dire de ne pas soutenir uniquement les artistes sourds et handicapés, mais il y a beaucoup d'artistes qui disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça que mon film puisse être sous-titré pour le festival, j'aimerais ça que ma pièce de théâtre, avoir des interprètes, j'aimerais ça que mon exposition, je pourrais peut-être avoir des descriptions de mes œuvres, mais il n'y a pas nécessairement de financement pour ça, donc de financer l'accessibilité de façon plus générale. De tout ce qui est les questions d'équité, diversité, inclusion dans les milieux culturels, donc d'engager des personnes sourdes et handicapées, notamment comme agents de programme dans les institutions culturelles, de recruter des personnes sourdes et handicapées au sein des conseils d'administration des organismes artistiques, des équipes de travail, de consulter les personnes dans l'élaboration des politiques, comme le fait le Conseil des arts et lettres du Québec l'année passée. Donc, c'est intéressant quand on dit « OK, bien, ils s'intéressent à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, et pas juste à remplir leurs devoirs en tant qu'institution. » Toute la question de l'accessibilité culturelle, donc d'améliorer l'accessibilité aux lieux de formation, aux lieux de création, aux lieux de production. Les résidences d'artistes, par exemple, ne sont pas accessibles au Québec. Donc, qu'on rende les espaces de résidence, les espaces de formation de façon plus accessible. L'offre culturelle pour les publics, parce que nourrit aussi les artistes, c'est-à-dire que si je peux jamais aller au théâtre, ben je suis pas nourrie dans ma pratique comme artiste. On a besoin d'être inspiré, donc que l'offre culturelle soit accessible et de responsabiliser les personnes en matière d'accessibilité. Souvent, les gens prennent pas leurs responsabilités. Donc, par souci d'équité, ça ne devrait pas être les personnes sourdes et handicapées qui portent le poids de se renseigner. Votre événement, il est accessible ou il n'est pas? Ah, il n'est pas. OK, bon, c'est ce que vous pourriez, tout ça, mais que les gens qui organisent prennent cette responsabilité-là dans une perspective de justice sociale.
La formation, donc des formations, du monitorat aussi menées par des artistes sourds, par exemple en ASL, LSQ ou langue des signes autochtone ou internationale, d'offrir des formations accessibles, de développer aussi des pratiques de mentorat. C'est que ça a été nommé comme étant une pratique vraiment intéressante, quand des artistes sourds et handicapés ou neurodivers avaient l'occasion d'être mentorés avec un artiste professionnel qui avait déjà développé sa pratique. Bien, c'est aussi une transmission de connaissances de comment cheminer, par exemple, dans le système de financement. D'avoir une flexibilité aussi, donc les horaires de transport adaptés, c'est quand même quelque chose. Là, le transport adapté, c'est vraiment une situation qui est très problématique. Là, donc, bien évidemment, toutes les déclinaisons du capacitisme systémique se répercutent bien sûr dans le milieu des arts et de la culture. Diffuser des pratiques artistiques aussi dans le milieu des arts en général, donc pas uniquement de dire on fait une exposition d'artistes handicapés, mais que dans une exposition sur un thème X, ben on puisse aller solliciter les contributions des personnes sur des handicapés, de pas stigmatiser ou stéréotyper ces pratiques artistiques-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui expriment pas de façon explicite nécessairement leur appartenance. Et des fois, ça peut être un peu lourd de sentir que faut qu'on réponde aux quotas. C'est-à-dire que des fois, on pourrait peut-être répondre aux quotas sur le papier, mais si en plus, il faut absolument que notre art soit explicitement sourd, là, avec des mains, puis explicitement handicapé, c'est que ça devient limitant là, au niveau de la création artistique. Donc, comme on disait tantôt, on veut plus de représentation et moins de stéréotypes. Vraiment de faire éclater là, les catégories. D'avoir des représentations culturelles plus éthiques, donc d'inclure les personnes soit des handicapés, que ce soit dans l'écriture des scénarios, par exemple, pour que les représentations puissent refléter les réalités vécues dans leur diversité, bien entendu. De diversifier ces représentations-là avec l'inclusion des personnes racisées ou autochtones notamment. De pouvoir créer peut-être des catégories de moteurs de recherche, par exemple avec l'UDA, l'Union des artistes, ou donc qu'on puisse avoir accès à des artistes sourds et handicapés plus facilement. Et finalement, de contrer l'appropriation culturelle en évitant de soutenir ce type de pratiques et d'usurpation aussi d'identité. La communication, donc développer des stratégies de communication inclusive, de rédiger des appels à contribution aussi dans un langage accessible, simplifié, respecter les normes en matière d'accessibilité, développer un réseau de relayage d'informations, communiquer et détailler les informations aussi en matière d'accessibilité. Donc, si votre événement n'est pas accessible, moi, je dis toujours, la première étape, c'est juste de dire, si l'événement n'est pas accessible, dites-le. Désolé, l'événement n'est pas accessible. Moi, ça m'enlève une job de moins à faire. L'information est déjà là. Vous avez compris que pour chacune des thèmes, j'en ai pris juste quelques-uns, mais au niveau là, de la communication aussi, puis de l'accès à l'information, tout ce qui est les demandes de financement, ça peut être extrêmement lourd et compliqué. Donc, de favoriser une simplification des langages utilisés dans les demandes de subvention pour qu'elles soient plus accessibles à tout le monde. Même nous, quand on a fait la recherche, au début, on avait un formulaire de consentement éclairé pour général, puis on en avait fait un pour les personnes avec un handicap cognitif. Finalement, on va faire un seul formulaire, puis dans le fond, il n'y a pas personne qui aime ça avoir des définitions à n'en plus finir, puis s'ils veulent plus d'informations, on peut leur donner un accès vers davantage, mais le formulaire, il est le même. Et on se rend compte que finalement, c'est possible de donner la même information, mais juste de façon plus simple, plus simplifiée. Et ça bénéficie à d'autres mondes. Finalement, pour conclure, sur les pistes d'action, toute la question du réseautage, beaucoup de gens se sentent isolés en tant qu'artistes sourds et handicapés. Donc, un désir de créer un réseau de communication ou des réseaux de communication pan-canadiens. Et un souhait que les espaces d'échange et de collaboration puissent être soutenus, là, que ce soit là, financièrement, mais aussi au niveau de leur réalisation.
Peut-être en guise de conclusion, une réflexion que je trouve qui est intéressante, c'est celle de la citoyenneté culturelle. Donc, souvent, quand on parle d'inclusion dans le milieu des arts et de la culture, on pense beaucoup à la question de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire qu'on remarque que historiquement, ben, la culture a été parfois élitiste et la démocratisation de la culture, ben, c'est le désir de donner accès à la culture à des personnes qui en ont été historiquement minorisées, marginalisées. Mais avec le temps, les gens se sont dit, ben, on ne veut pas uniquement avoir accès à une culture dominante. On veut, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pratique de Quipping the Art, on veut participer activement. En tant que femme, si je vais au musée puis c'est juste des hommes qui sont représentés, ça m'intéresse plus. Si c'est la 4e fois que je veux avoir une expo puis c'est toujours, je veux me voir, je veux me sentir appartenir, je veux contribuer. Donc, la citoyenneté culturelle, dans le fond, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent, dans le fond, une participation sociale, notamment là, des personnes minorisées, à travers un soutien, des pratiques de production culturelle et artistique, et ce qui va créer, entre autres, un sentiment d'appartenance à la société. C'est-à-dire que si on vit dans une société, par exemple, en tant que personne sourde, où il n'y a aucune information qui est disponible en langue des signes, souvent je fais le parallèle avec les personnes francophones. Imaginez-vous, en tant que francophone, tous les bulletins d'information sont en anglais, toutes les pièces de théâtre sont en anglais, tous les livres sont en anglais, toute la poésie, tous les échanges, courriels, tout serait en anglais. Comment est-ce qu'on se sent, où on vit, où on se sent appartenir comme francophone, et je pourrais prendre l'exemple avec n'importe quelle appartenance culturelle, mais donc la citoyenneté culturelle permet de soutenir ce sentiment-là d'appartenance à la société, notamment en favorisant la visibilité ou la présence là, des différents acteurs, actrices concernés. Donc, quand on parle de démocratisation de la culture, ben, c'est vraiment de donner un accès à la culture, notamment là, auprès des populations historiquement mises à l'écart, alors que quand on parle de démocratie culturelle, ben, on vise vraiment à soutenir la diversité des expressions culturelles, une diversité des représentations culturelles également. Donc, on pourrait dire que la citoyenneté culturelle, finalement, c'est un peu ces deux approches-là, ces deux courants-là de démocratie culturelle et de démocratisation culturelle, auxquels on pourrait même ajouter la question de la déconstruction culturelle, c'est-à-dire que les gens ne souhaitent pas uniquement s'exprimer à travers des expressions culturelles et artistiques en tant que personnes minorisées, mais aussi remettre en question et déconstruire le système dominant. Il y a plusieurs exemples de démocratisation de la culture, des guides sourds, par exemple, dans les musées. On va voir aussi des expositions qui vont être accessibles aux personnes aveugles grâce au toucher des œuvres. Donc, ça, c'est une façon de la rendre accessible. Il y a un concert de musique qui avait permis à l'Orchestre symphonique de Québec aux femmes sourdes d'assister au concert avec des ballons pour sentir la vibration. Ici même à l'UQAM, lors de l'exposition Soulèvement de Georges Didier Huberman, Louise Derry m'avait manifesté son désir de rendre l'exposition accessible. Et ma première réponse était de lui dire, ben, c'est chouette, c'est accessible, mais c'est quoi, pourquoi les personnes sourdes viendraient voir ton expo? Si c'est juste des personnes entendantes, c'est juste l'histoire des personnes. Donc, elle a fait un effort, elle a demandé à Georges Didier Huberman, oui, mais là, on faudrait peut-être inclure une œuvre qui parle de l'histoire sourde. Donc, il y a une œuvre qui a été intégrée, qui est une œuvre en langue des signes américaine. Et l'ensemble des vignettes des œuvres a été traduite en langue des signes québécoise. Donc, à l'entrée, il y avait un iPad qui était remis aux visiteurs qui pouvaient accéder donc à la description des œuvres en langue des signes québécoise. Des exemples de démocratie culturelle, à l'Écomusée du Fermont, il y a eu une première exposition au Québec qui s'appelait « Le peuple de l'œil », où toutes les descriptions des œuvres étaient en langue des signes québécoise ou américaine. Donc, ça renversait, quand on parle de déconstruction, on renverse les rapports de pouvoir. Et si tu ne connais pas la langue des signes, ben là, c'est à toi d'aller chercher ton accommodement à l'entrée et d'aller chercher le guide avec les textes en français ou en anglais. Mais les œuvres, elles sont décrites là, en LSQ et en ASL. Donc, c'était une exposition sur 160 ans d'histoire de la communauté sourde et avec plusieurs
plusieurs documents d'archives et également là, des œuvres artistiques qui étaient présentées. Autre exemple de démocratie culturelle, Creeping the Art, qui était un symposium organisé à plus d'une reprise à Toronto, donc dans une volonté justement de changer, on voit ici, de changer comment on crée et comment on expérimente les arts et la culture. Donc, on voit par exemple ici le Carmen Papalia, parce qu'il y a une personne aveugle à l'avant qui marche avec sa canne, et les autres sont des personnes qui suivent, et donc voyantes ou pas, et ça l'amène un autre rapport là, à l'espace. J'aurais pu parler de d'autres exemples aussi. J'aurais pu encore parler pendant au moins 2 heures, mais voilà ce qui fait un petit tour là, de cette sculpture en devenir sur cette recherche-là, là, les pratiques artistiques. Je tiens à remercier vraiment la contribution, là, les 85 personnes qui ont participé à la recherche. C'était tellement riche, toutes les réflexions que les gens ont apportées. L'équipe de recherche ici, là, vraiment une super belle équipe. Donc, le rapport de recherche va être disponible en 2020. Donc, la sculpture, elle va finir par être achevée à un moment donné. Donc, voilà, je vous remercie énormément.